Le grand rendez-vous sur le climat prend fin demain à Glasgow, en Écosse. Il s'agit bien sûr de la 26e édition de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur, et bien sûr, le changement climatique. À ce rendez-vous, des préoccupations essentielles, et bien sûr, ont été donc au cœur des discussions. Notamment, il était question donc de continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, donc maintenir la température de la planète à 1,5 degré, comme le stipule l'accord de Paris, obtenu en 2015. La question concernant les finances climat également aborder la promesse des pays développés depuis bien sûr la COP de Danemark jusqu'à aujourd'hui. Comment donc ces questions ont évolué en faveur des pays les plus vulnérables? Quel a été donc le comportement des grandes puissances, la Chine, l'Inde, la Russie et bien d'autres à ce grand rendez-vous sur le climat? En un mot, bien sûr, que retenir de ces travaux qui, je le précise, prennent fin demain officiellement, demain vendredi. Quelle a été aussi la part de la contribution de la part de la société civile, bien sûr, à ce rendez-vous et surtout les préoccupations des pays africains. Nous allons donc en parler avec l'invité du jour, Georges Béton. Et vous êtes co-directeur exécutif de Crédit ONG, ONG aussi qui lutte et qui milite dans le domaine de la déforestation, la lutte contre les changements climatiques et bien d'autres. Vous êtes un acteur de la société civile, donc militante pour l'environnement. Bonjour à vous, monsieur Georges Béton. Bonjour, Monsieur Corneille. En tout cas, merci d'avoir donc accepté d'échanger avec nous à propos donc de l'évolution des travaux donc de la COP, la 26e édition. Depuis donc le 1er novembre, et bien sûr, plusieurs chefs d'État, les experts, les scientifiques, la société civile, réunis à Glasgow, en Écosse, pour encore une fois parler de changement climatique. Aujourd'hui, à la veille de la clôture officielle des travaux, Monsieur Georges, qu'est-ce qu'on retient, surtout en thème de réduction ou des objectifs énoncés dans l'accord de Paris? Ok, merci beaucoup, Monsieur Corneille. Je pense que la COP 26, bon, je ne dirais pas euh, encore une COP, Hmm. encore une COP. Hmm. Vous voulez dire Oui, encore une COP, de plus, c'est ça? parce que oui, encore une COP de plus. Hmm. Parce que depuis le démarrage de cette grande messe, entre guillemets, bon, beaucoup d'activités ont été réalisées. Mhm. Mais ce qu'il faut constater, c'est que à première vue, il y a eu encore beaucoup de promesses, comme d'habitude, beaucoup de promesses. C'est vrai, l'objectif principal, c'est d'arriver à avoir des accords pour la réduction Hmm. de la température à, à 1,5 Hmm. selon l'accord que nous avons eu à Paris. Mais il faut noter que au niveau de cette COP, il y a eu ce qu'on appelle plusieurs comportements Hmm. selon les pays. Parce qu'il y a ceux qui subissent, il y a les pays qui subissent, Hmm. il y a les pays émetteurs. Et dans le même temps, des discussions ont été menées dans le sens à ce que les pays émetteurs arrivent quand même à essayer de financer plus ou moins certaines activités au niveau des pays qui subissent pour En améliorer guise de un peu compensation. compensation. Hmm. Exactement. Et par rapport à cette COP, on a remarqué que euh, une fois encore, des promesses ont été faites au niveau de la déforestation. La réduction de la déforestation actuellement, selon les accords, selon les documents, il a été encore renvoyé à près de 10 ans. Hmm. La plupart des pays, surtout les pays africains et beaucoup d'autres pays européens, se sont entendus pour que d'ici 2030, qu'on ait une réduction de la déforestation, en tout cas à un niveau vraiment intéressant. Hmm. Maintenant, Mais ils ont utilisé un thème encore plus corsé, hein. Ils ont parlé de mettre un terme à la déforestation, ce qui oui, mettre un paraît thème, pas. oui, ça Hmm. Hmm. c'est un thème qu'on nous sait. Hmm. On nous sait, on va le garder parce qu'on Hmm. sait que arriver à mettre un thème à la déforestation, Ce sera pas pratiquement non, non, impossible. pratiquement, je ne dirais pas de l'utopie, Hmm. mais la réalité serait tout autre. Hmm. La belle preuve est que on aurait constaté que chaque année, il y a certains accords qui ne font que se faire
qui se repoussent. Qui repoussent les séances. Voilà. Exactement, les responsables ne font que repousser ces différents accords de date en date. On donne encore 10 ans, ou bien on se donne encore 10 ans pour arriver à une réduction de la déforestation. Alors qu'on sait très bien que cette déforestation joue un rôle très important dans le sens négatif du maintien ou de la réduction de la température dans le monde. Mais dans le même temps, tous ces pays qui s'invitent à cette messe et qui donnent des accords ou qui contribuent à ces différents accords continuent pas derrière à réaliser des activités qui vont dans le sens de mettre en cause en même temps ces accords qu'ils nous proposent. Regardez par exemple ces États où on dit ils continuent de faire de la production de l'énergie à base de charbon. Mais tout en le faisant, comment est-ce qu'on arrivera à limiter les émissions? Même ici au Bénin, ça continue. Oui, ça continue. C'est vrai qu'ici au Bénin, on continue de réaliser, de faire des charbons, de transformer les bois. Et le Bénin, c'est vrai, ce n'est pas un pays émetteur en tant que tel, même si ce que nous émettons est minime par rapport à certains grands pays. Mais les autres, ce qu'ils émettent comparativement à ce que nous autres, les autres pays disposent pour essayer de compenser ce genre de dégâts. Mais c'est compliqué de vraiment réduire, de vraiment arriver à bout de cette fin. Donc, il va falloir que aujourd'hui qu'on essaie quand même de passer des promesses à l'acte. D'accord? Parce que l'autre chose, les promesses ont un double jeu. Aujourd'hui, les dirigeants qui sont là, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, se sont réunis pour proposer un accord, pour se dire, bon, on décide quand même de réduire d'ici 2030. Mais en réalité, 2 ans après, 3 ans après, d'ici 5 ans, qui sont ces dirigeants qui viendront? Est-ce qu'on connaît déjà la mentalité de ces dirigeants? Est-ce qu'on connaît déjà la manière dont ces dirigeants vont aborder ces accords? On sait dans cet univers que ce qui justifie le caractère instable de la mise en application. Les États-Unis. Remise en cause perpétuelle. Les États-Unis, ils avaient adhéré à l'accord de Paris. C'est un exemple parfait. Mais quand le président Trump est arrivé, a dit niet. Il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Exactement. Donc vous voyez. Ce que Biden a maintenant rétabli. Donc on ne sait pas qui vient dans combien d'années pour faire quoi. Et alors, si c'est ça, essayons quand même. Il faut aller vite au concret. Il faut aller vite au concret. Ouais, il faut aller vite au concret. Nous sommes là, mais on ne fait que des promesses. De 2015, l'accord de Paris, 2015 à 2021, on continue toujours de parler de la mise en application de l'accord de Paris. L'objectif est bien sûr réduit à limiter la température, le réchauffement à 1,5 au plus à 2. Et à cette COP aussi, pas de résultats concrets, même s'il y a eu quelques annonces de la part des États-Unis et de la Chine. Oui, pas de résultats concrets. C'est vrai, le comportement de la Chine et des États-Unis, pas plus tard qu'hier seulement, a étonné un peu plus d'un, parce que les deux se sont réunis pour quand même donner une déclaration de ce que ils vont travailler, ils vont essayer de contribuer à la réduction de ces émissions. Mais il y a quand même d'autres puissances, d'autres grands émetteurs qui continuent de faire le travail, qui continuent d'agir dans le sens contraire de tout ce qui se dit au niveau de cette grande réunion. Mais il faut comprendre que les pays africains, c'est vrai, il y a par exemple le président congolais qui estime que bon, le Congo va faire un grand travail par rapport à la déforestation. Et tous, on est unanime de ce que, par exemple, la grande forêt congolaise, aujourd'hui, pratiquement, est ce dispositif qui peut absorber suffisamment ces dégâts qui existent. Mais quand on regarde un peu tous les problèmes qui tournent autour de ce grand dispositif, de cette forêt qui, c'est vrai, je n'ai pas toutes les informations, mais qui peut être en train de rivaliser avec l'Amazonie, puisqu'en temps l'Amazonie était vraiment ce poumon-là qui aidait vraiment le monde entier. Mais au niveau du Congo, tout ce que le Congo dispose en termes de forêt, et qui peut travailler pour aller à la réduction. Mais les Africains, il faudrait
qu'on se réunisse et que nous-mêmes, je me demande nous-mêmes qu'on fasse autre COP entre nous, oui, pour revoir un peu le dispositif. Parce qu'on ne va pas toujours attendre, je ne dirais pas les mains tendues, mais les promesses n'ont jamais tenu. On nous réunit, on nous donne des paroles mirobolantes pour nous faire plaisir et on estime que bon, on va mettre de l'argent, on va aider au reboisement, à des plantations, à des activités pour limiter quand même ces effets. Dans le même temps, juste après ces différentes grandes réunions, tous ces pays reprennent de plus belle leurs activités qui permettent d'émettre beaucoup de ces émissions. Donc, où allons-nous? Il faudrait qu'on arrive à s'asseoir et qu'on reprenne les choses en main et qu'on décide quand même d'aller de l'avant nous-mêmes. Parce que c'est vrai, on subit. Il y a pas mal de dégâts. Regardez cette année, les inondations en Allemagne, et en Belgique, et l'augmentation des températures canicules au Canada et bien d'autres pays, même au niveau des pays africains. Et je vais au niveau des autres pays européens ou américains où il y a les incendies. Et ça ravage des milliers de terres. Mais tout ça, ça s'observe. Mais on se pose la question, mais pourquoi on ne veut pas décider de ce qui est réel? Qu'est-ce qui explique alors ce comportement de la part de ces grandes puissances qui parfois semble ignorer l'urgence ou la gravité des données scientifiques? Rappelez-vous encore le rapport du GIEC cette année qui a donc été vraiment alarmant sur beaucoup de questions, notamment l'évolution de la température. Alors, on a ces rapports de point de vue scientifique. Et là, quand c'est la science, on ne discute pas. C'est une certaine exactitude. Alors, mais au regard de ces rapports, pourquoi les dirigeants ou les gouvernants semblent traîner dans les Je vous comprends. L'explication à ce comportement est très simple. D'abord, il y a la science, il y a le développement. Les scientifiques essaient d'analyser les informations, les données disponibles pour prédire, pour expliquer, pour proposer des actions. Quitte à la politique, de voir un peu le dispositif et de proposer ou bien d'accepter d'aller de l'avant. Donc, juste, le petit problème, c'est la course au développement. Personne au niveau des grandes puissances ne veut perdre sa place en termes de développement. Vous voyez, c'est un peu ça. Il n'y a pas autre solution, il n'y a pas autre dispositif ou bien il n'y a pas autre expression pour expliquer. C'est la course au développement. Les grandes puissances, chacune en ce qui la concerne, essaie d'avoir un mode de vie, essaie de faire des démonstrations pour maintenir sa suprématie, et aussi bien nucléaire, armement, économique, et infrastructure, ainsi de suite. Mais ce sont encore ces mêmes puissances qui nous parlent de développement durable. Ce sont encore celles elles qui financent. Oui, ça c'est une contradiction qui ne dit pas son nom. Oui, le développement durable. En fait, selon les années, il y a toujours les terminologies qui viennent. Et à partir de cette terminologie, il faut quand même on est passé des objectifs du millénaire pour le développement. Les ODD, on est maintenant dans les ODD. Dans les ODD. Et peut-être dans quelques années, on passera... D'ici la fin du temps imparti par rapport aux ODD, on va trouver encore un autre dispositif pour exprimer quand même nos besoins ou bien la manière de se comporter. Mais tout ceci tourne autour de la course au développement. En un mot, c'est ça. Vous ne pas dire le groupe de mots, c'est course au développement. C'est ce qui fait que chaque puissance ne veut pas lâcher prise, mais arrive quand même à dire, bon oui, on va vous aider et on va s'organiser, on va essayer de travailler pour, juste après la COP, vous allez voir les événements qui vont suivre. Donc voilà un peu le comportement des différentes nations. Les pays africains sont là, subissent de plein fouet. On fait les lobbies. Vous aurez constaté, il y a plusieurs marches
qui ont été organisées Une pour mobilisation amener, planétaire oui, d'ailleurs. pour amener quand même ces dirigeants à comprendre ce qui se passe, quand bien même ils sont observateurs de ce qui se passe. Néanmoins, on essaie de rappeler leur conscience. Mais c'est le mot éternel, c'est la promesse. Et pourquoi ces grands rendez-vous, malgré la pression de la société civile, on n'obtient quand même pas d'avancées concrètes, c'est ça, dans les débats? Parce qu'on voit souvent la société civile présente, et même si elle ne participe pas directement aux travaux, bien sûr, elle agit à travers des messages, des mobilisations, des marches. On le voit chaque fois, à chaque COP, mais elle n'arrive véritablement pas à impacter. Oui, la société civile, vous savez, elle milite pour le bien commun de tous, pour l'amélioration de la vie économique, sociale, éducative, tout ce qui tourne autour. Ces grandes puissances aussi vous diront toutes les activités qu'elles mènent vont dans ce sens. Mais en réalité, c'est une question de surpassement. La société civile estime que tel que nous sommes aujourd'hui, on peut vivre avec. On peut vivre autrement, mais en conciliant certaines dispositions pour limiter C'est- les dégâts que nous faisons. Mais l'homme étant ce qu'il est, nous fouillons. Nous voulons à des moments donnés dépasser certaines de nos habitudes. Nous voulons à des moments donnés améliorer certains de nos fonctionnements. Et à travers tout ceci, l'homme est obligé de se donner certains moyens pour aller non seulement plus vite, mais de façon plus efficace. Mais en allant sur ce plan, on est obligé de détruire à une certaine échelle qui ne nous arrange pas. Détruire la biodiversité ou... Oui, c'est ça, ça ne nous arrange n'est-ce pas? pas. Vous voyez, vous prenez par exemple des pays où on veut aller à une échelle de développement économique ou bien d'infrastructures excessives. Mais les infrastructures, on ne va pas les ériger dans des endroits où il n'y a rien. Il y a déjà des infrastructures quelque part. Les autres qu'il faut construire maintenant, il faut aller détruire certaines parties. Et en faisant ça, on est obligé c'est pratiquement la biodiversité, c'est pratiquement ces éléments qui nous permettent de survivre. Moi, je ne dis plus même qui nous permettent de vivre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement, nous sommes dans une dette vis-à-vis de la nature. Là-dessus. Donc, ce sont ces comportements à vouloir des choses efficaces, rapides, utiles pour diminuer peut-être, comment appelle-t-on, je ne dirais pas les impacts de l'homme, mais les actions, Les dégâts causés à la les nature. dégâts causés à la nature. Des entreprises ou des industries aujourd'hui où on a peut-être 200 personnes qui travaillent, la technologie a augmenté et vous verrez des machines qui vont travailler à la place des hommes. Mais ces machines, qu'est-ce qui les fabrique? C'est des ressources. Et ces L'énergie ressources, fossile, on va aller chercher où? Ces ressources, c'est dans des endroits où elles se reposaient et elles faisaient des choses pour contribuer au mieux-être. Alors aujourd'hui, quand on voit donc l'évolution du climat, quand on voit l'évolution des négociations, quand vous affirmez tout à l'heure que les attentes semblent ne pas être comblées, en tout cas pour cette COP26, ou encore c'est des promesses. Quel espoir maintenant pour sortir ou pour la lutte contre le changement climatique sur la planète, si au regard donc de ces analyses? Oui, l'espoir, on ne va pas baisser les bras. L'espoir est encore permis. La première condition par rapport à cet espoir, c'est d'arriver vraiment à faire en sorte que ces grandes puissances essaient de donner vie à cette promesse, surtout au niveau
du financement pour permettre la réalisation des actions qui vont limiter les émissions de gaz à effet de serre qui... Donc, permettre aux pays les plus vulnérables donc, de Oui, les pouvoir plus donc, vulnérables trouver les investissements pour les financer investissements l'adaptation et l'adaptation l'atténuation. et aussi. l'atténuation. Vous voyez? Donc, c'est le grand combat qui doit être mené actuellement. Parce que on se rappelle plusieurs années en arrière ou des COP en arrière, les promesses avaient été faites. 100 milliards, 100 000 milliards pour le financement climat. Mais à la date de cette COP, quand on fait un peu l'analyse, on est très loin de la tenue de ces objectifs. Donc, une fois encore, ces promesses ont été faites. Nous n'en disconvenons pas. C'est déjà là, puisqu'on ne va pas faire une COP éternelle. Ça doit avoir un délai. Donc, il faut maintenant que les organisations de la société civile essaient de mettre le poids qu'il faut au niveau de chaque gouvernement pour que ceux-là qui ont fait les différentes promesses arrivent à tenir cette promesse et permettre à ce que la population mondiale puisse vraiment vivre un temps soit peu pour limiter, pour que les actions, les différentes activités que ces grandes puissances réalisent dans le sens de la course au développement, pour que nous ayons quand même des éléments pour limiter ces émissions, pour limiter ces effets que nous subissons. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, le travail continue, même après la COP. Les gens doivent, les organisations et les gouvernements, chacun en ce qui les concerne, doit toujours travailler pour y aller. Mais l'autre chose, il faudrait que les Africains aussi qu'on arrive à réorganiser, je dirais peut-être une autre manière de voir cette conférence ou bien de voir les changements climatiques pour identifier d'autres stratégies. C'est important. Il ne faudrait pas qu'on se limite toujours au niveau de ces genres de rencontres. Parce que à la fin, les grandes puissances sont là-bas et jouent leur rôle, font ce qu'elles veulent faire. Mais nous subissons. Vous voyez, non, nous subissons. Donc, on doit quand même, il faut qu'on arrive suffisamment à conjuguer nos efforts, à réfléchir autrement pour, je ne dirais pas contrecarrer, mais pour avoir des dispositifs qui vont nous permettre quand même d'avoir d'éléments importants et intéressants pour ne pas toujours attendre ces réunions, pour ne pas toujours attendre ces promesses. Parce que comme je l'ai dit, même au niveau des pays africains, les dirigeants changent. Ça veut dire que des comportements peuvent changer. Et si des comportements changent au niveau des dirigeants en Afrique et que ces mêmes comportements ou bien d'autres comportements naissent au niveau des grandes puissances. La politique constitue selon vous un frein à la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, c'est une question de politique qui ne dit pas son nom. C'est vrai que ça ne s'observe pas, on ne fait pas attention à cette partie de la mayonnaise. Mais on doit quand même savoir que tous autant que nous sommes, il y a le discours que nous tenons à une date T, mais à une date T plus 1, on ne sait pas quel discours on peut tenir. Donc, en allant, il faut quand même qu'on essaie de voir dans ce sens et qu'on réfléchisse aussi à faire à identifier des éléments pour quand même contrecarrer et pour faire maintenir des dispositions au niveau de nos différentes autorités. Merci bien à vous, Monsieur Georges Hédé Béton. Vous êtes co-directeur de l'ONG Crédit, co-directeur exécutif de Crédit, le Centre régional de recherche. Et puis vous êtes militant pour l'environnement au Bénin, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans quelques heures, donc, les travaux vont s'achever au niveau donc, de Glasgow, en Écosse, pour ce qui est donc de la 26e édition de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en dehors donc de certaines grandes annonces lors de la première semaine, comme mettre en terme la déforestation, arriver à la neutralité carbone, réduire donc les émissions de méthane, sur les questions essentielles et bien sûr laisse encore un arrière-goût pas très satisfaisant, selon vous, mais quand même l'espoir est permis. Il faut une forte mobilisation de la société civile pour inverser la tendance au niveau donc des décideurs qui restent les gouvernants dont les comportements et bien sûr l'attitude peut changer. Cela dépend bien sûr de la politique interne de chaque pays. Merci à vous, Georges Hédé Béton.